Voilà, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler des types de prélèvement sanguin. Pour commencer, c'est que les types de prélèvement sanguin, donc, comme vous le voyez ici, donc, ont des bouchons de couleurs différentes qui permettent de les différencier, de les identifier, de les différencier. Il y a des multitudes de prélèvements qu'on peut faire pour faire donc beaucoup de recherches dans le sang, pour poser des diagnostics, pour suivre l'évolution des maladies, pour l'efficacité donc des traitements, etc. Et c'est prescrit par le médecin. Maintenant, l'exécution de ces prélèvements, elle est faite par l'infirmier. Donc, il est tenu de connaître, de maîtriser donc, les tubes et savoir que en termes professionnels, les tubes, donc on les appelle pas, on les nomme pas en fonction des couleurs, comme le font certains tubes rouges, tubes bleus, non. Les tubes, chaque tube prend le nom de l'anticoagulant qu'il contient. Il y a des tubes avec anticoagulant et des tubes sans anticoagulant. Maintenant, pour les tubes avec anticoagulant, les tubes de prélèvement sanguin avec anticoagulant, donc ce tube là que vous voyez, donc là, bon, je vais vous donner le nom, la couleur, mais à savoir qu'on ne les nomme pas par les couleurs. Là, en général, parce que ça peut changer, donc de couleur mauve ici. Ce tube, c'est le tube EDTA. Maintenant, ce tube-là, EDTA, permet de faire tout ce qui est examen hématologique, recherche hématologique. Donc, exemple, la NFS, l'AVS, le test d'Emel, le groupe sanguin Rhésus, entre autres. Quand on veut faire le dénombrement, ou faire des recherches, donc de nombrer par exemple les éléments du sang même, on parle d'hémato, donc c'est ça qu'on fait, qu'on utilise le type EDTA. Ensuite, il y a ce tube qui est vert, donc appelé tube vert, en général de couleur verte, le bouchon est vert en général. Ça contient de l'héparine, c'est le tube hépariné. Ça permet de faire tout ce qui est recherche, examen chimique et biochimique. Exemple, le taux de cholestérol dans le sang, cholestérol, urée, créatinémie, ionogramme sanguin, mais aussi la glycémie à jeun, ou postprandial, la glycémie. Donc tous ces examens chimiques et biochimiques, on peut utiliser le tube hépariné. Le tube hépariné, donc hépariné parce qu'ils ont des anticoagulants, tous ces tubes-là. Maintenant, il y a aussi ce tube-là qui est bleu, en général. Ce tube en général de couleur bleue, dont le bouchon est bleu, c'est le tube citraté, qui permet de faire tout ce qui est recherche, donc hématologie, recherche de l'hémostase, la coagulation. Donc, comme exemple, il y a le TP, taux de prothrombine, TP, TCK, temps de céphalène caulain, INR, International Normalized Ratio, la fibrinémie, les dimères, tout ça c'est des examens hématologiques, des examens donc de l'hémostase, de la coagulation. On utilise ça, le tube citraté. Il y a à côté ce qu'on appelle le tube sec. Pourquoi sec? En général c'est rouge. Bon, ailleurs ça peut, j'en ai vu des tubes qui sont de couleur, en fonction des labos qui donnent, qui sont de couleur jaune, donc le bouchon, parfois avec un peu de gel à l'intérieur. Pourquoi sec? Parce que contrairement à ces autres tubes, regardez, par exemple le tube hépariné, le tube citraté, il y a un liquide qu'on voit au fond, c'est l'anticoagulant. Ici il n'y a rien, il n'y a pas d'anticoagulant, c'est qu'on l'appelle sec. Ce tube sec, donc n'ayant pas d'anticoagulant,
Donc son avantage, ça permet de remplacer, ça peut remplacer le tube hépariné. Donc on peut, tout ce qu'on peut faire avec le tube hépariné, recherche donc chimique et biochimique, on peut le faire dans le sérum, le tube sec. Mais en plus de ça, donc tout ce qui est cholestérol, donc taux de cholestérol, taux de triglycérides, taux de donc, durée de créatinémie, ionogramme sanguin, on peut utiliser le tube, aussi bien le tube hépariné, mais aussi le tube sec pour le remplacer. En plus de ça, le tube sec peut faire autre chose. Tout ce qui est recherche, donc sérologie, tout ce qui est donc recherche, donc quand on va doser donc, les marqueurs, les enzymes, le tube sec peut le faire. Donc, comme recherche sérologique, donc, le sérodiagnostic de Félix et Vidal dans la fièvre typhoïde, donc, recherche donc de cellules de VIH, HIV, donc antigènes HBS dans l'hépatite B, donc les CRP, ASLO, on peut le faire avec. Il y a un autre tube qui n'est pas là, qui n'est pas présent, mais dont le bouchon est plus ou moins gris ou proche de noir. Donc le bouchon gris, ça c'est le tube fluoré. Le tube fluoré, on l'utilise rarement et il permet de faire un seul examen, c'est la glycémie. La glycémie. Son avantage, il peut être conservé pendant un temps beaucoup plus long avant d'être acheminé au labo, sans qu'il y ait modification des valeurs. Parce qu'avec les autres tubes aussi, plus ça dure dans les paillasses, donc avant l'acheminement, donc plus ça va influencer dans les valeurs. Donc ça pose un problème de fiabilité des résultats. Il faut immédiatement acheminer. C'est ça l'intérêt de ce tube-là, qui est plus ou moins gris, le bouchon. Donc, ces tubes-là, comme précaution, les tubes anticoagulants, dès qu'on met du sang, qu'on remplit, donc sur les tubes, sur chaque tube, il est mentionné la quantité de sang requise. Par exemple, ce tube-là, on a mis 4 cc, 4,5. Donc, ça, on doit mettre 4,5 ml de sang. Ce tube-là, donc, citrate, héparine, donc, le tube EDTA, on a mis 4. Donc, ça peut contenir 4 ml de sang. C'est la quantité normale, la quantité donc recommandée. Donc, l'autre tube, ici aussi, on a mis 4 ml de sang. Donc, il faudra lire et respecter la quantité à mettre. Maintenant, si on a plusieurs tubes à remplir, des tubes avec anticoagulant et un tube sec, il vaut mieux commencer par remplir les tubes avec anticoagulant. Pourquoi? Parce que les tubes avec anticoagulant, vous devez mettre du sang et aussitôt, vous remuez comme ça, de façon très délicate, pas avec force, pour mélanger le sang à l'anticoagulant. Parce que ici, le sang ne doit pas se coaguler. Et l'anticoagulant qui est là, donc, joue ce rôle. Donc, permet de ne pas avoir de caillots, que le sang ne se coagule pas, empêche la coagulation du sang. Tandis que pour le tube sec, on ne doit pas remuer. Parce que ici, on doit laisser le sang doit se coaguler. Une fois au labo, ils vont centrifuger et ils vont utiliser le sérum pour travailler là-dessus. Donc ici, on ne remue pas le tube sec, on laisse le sang se coaguler, contrairement aux autres tubes. Donc quand on fait un prélèvement de sang, il y a des critères d'efficacité. Et quels sont les critères d'efficacité d'un bon prélèvement sanguin? Déjà, comme critère d'efficacité, il faut une bonne identification du patient. Il ne faut pas se tromper de patient. Ça peut être fatal, dangereux, surtout quand on fait des recherches sur des examens tels que le groupe sanguin rhésus. Imaginez, on mélange les groupes sanguins, donc des malades qui n'ont pas le même groupe sanguin et qu'on donne donc un sang incompatible à un patient, qui n'est pas compatible avec le sang du patient. Imaginez, ça peut être fatal, mortel. Donc il faut être sûr que, donc, pour ne pas se tromper, il faut identifier le malade par son nom, son prénom, son âge, son index du dossier, numéro de chambre, numéro de lit, et être sûr que vous êtes sur le bon patient. Ensuite, comme critère d'efficacité, il faut une quantité suffisante de sang. Parce que si vous mettez une quantité insuffisante, le sang peut par exemple être trop dilué, avoir une hémodilution qui peut influencer négativement sur les résultats. Donc, et le labo peut refuser, on vous demande de reprendre le prélèvement pour quantité insuffisante. Ça peut être un motif de refus. Donc, quantité suffisante de sang.
Autre critère d'efficacité, tout à l'heure je l'ai dit, il faut éviter de remuer avec force. Si vous le faites, ça peut donc liser, tuer les cellules sanguines. On parle d'hémolyse. Et alors que pour certains examens, donc, la recherche se fait sur donc, ces cellules mêmes. Donc pour éviter donc, de liser les cellules, d'entraîner des hémolyses, donc il faudra remuer mais de façon très délicate, avec délicatesse. Donc ça c'est un critère d'efficacité, absence d'hémolyse. S'il n'y a pas d'hémolyse, ça montre une efficacité aussi. Mais autre critère d'efficacité, ne pas mélanger les tubes. Donc quelqu'un qui a un bilan de l'hémostase, par mes connaissances, vous prenez un autre tube qui n'est pas destiné à ça. Donc ça c'est une inconformité. Donc comme critère d'efficacité, il faudra donc des prélèvements conformes, une conformité des anticoagulants et des prélèvements à faire. Sinon, ça peut être un motif, une cause de refus des prélèvements. Comme critère d'efficacité aussi, c'est de ne pas entraîner de complications sur le malade. Si on pique le malade, on respecte toutes ces précautions, mais on entraîne un hématome ou bien un accident, un saignement chez le malade, ça montre une inefficacité aussi. L'absence de complications aussi montre une efficacité. Maintenant, il ne faut jamais oublier aussi que le prélèvement étant une prescription médicale, il faut un bulletin de prélèvement. Et que l'acheminement doit être fait immédiatement en respectant les conditions de transport du sang. Merci et en attendant vos suggestions et questions. Merci beaucoup.